l'odeur de caramel brûlé m'a frappé avant même que j'ouvre la portière. Ma voiture de sport flambant neuve, achetée il y a quelques semaines, qui avait encore cette légère odeur de cuir, empestait maintenant comme l'incendie d'un café. De la mousse de latte coulait des grilles de ventilation du tableau de bord, s'accumulant dans le porte-gobelet, s'infiltrant dans les coutures que j'avais payées en supplément pour les faire à la main. Et il était là, mon frère, Léo, avec un sourire suffisant, comme s'il venait de gagner quelque chose. Oh, oups. J'ai peut-être fait tomber mon latte partout à l'intérieur, a-t-il dit, en étirant le mot « oups », comme si c'était une blague que lui seul comprenait. La colère est montée vite, brûlante, mais je ne l'ai pas laissé sortir parce que papa était juste derrière lui. Ce n'est qu'une voiture, a dit papa en haussant les épaules, comme si les milliers d'euros que j'avais économisés, les week-ends où j'avais fait des doubles gardes, la fierté que j'avais ressentie en la ramenant à la maison, ne signifiaient rien. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose. Ils trouvaient tous les deux cela drôle. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai même pas pris les clés des mains de Léo. Au lieu de cela, je suis parti, j'ai monté les escaliers et je suis allé dans ma chambre. Et à 23h43, alors que la maison était silencieuse, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Quelques clics, quelques signatures, le titre de propriété de la voiture, mienne et uniquement mienne, a été transféré à un autre nom. Puis j'ai ouvert un deuxième onglet, le système d'accès au garage familial. J'ai révoqué son code et celui de papa. Et pour faire bonne mesure, toutes les clés de rechange qu'ils avaient jamais eues. J'ai mieux dormi cette nuit-là que je ne l'avais fait depuis des semaines. Mais à 6h58, mon téléphone s'est allumé avec une série d'appels manqués. La photo de contact de Léo, celle où il brandit un trophée de pêche, me fixait. Parce que la voiture n'était pas la seule chose qu'il avait perdue. Le premier appel est arrivé, puis le second. Au troisième, je savais qu'il faisait les 100 pas. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai laissé mon café infuser lentement, remplissant la cuisine de la riche odeur de grains torréfiés, le genre que l'on ne renverse pas sur des sièges en cuir à 75 000 €. À 7h10, les textos ont commencé. Où est la voiture? Pourquoi je ne peux pas entrer dans le garage? Papa est en colère. Décroche. J'ai posé le téléphone, regardant la vapeur s'enrouler de ma tasse. C'est drôle comme la maison semblait silencieuse sans sa voix qui la transperçait, sans papa qui martelait le sol derrière lui en signe d'approbation vertueuse. C'était comme ça depuis des années. Leurs paroles faisaient loi. Mon espace était le leur. Mes affaires n'étaient que des choses. Mais ils avaient oublié quelque chose. La maison de vacances à Saint-Tropez n'était pas seulement un lieu d'escapade pour eux. Elle était à mon nom. Chaque clé, chaque code, chaque portail, à moi de les contrôler. À 8h15, je me suis connecté à l'application de gestion de la propriété. Clic, clic. Leur accès, supprimé. Je ne me suis pas arrêté là. La réservation du week-end qu'ils avaient faite pour des amis, annulée. La livraison de vin qui devait arriver demain, réacheminée vers moi. À 9h, la discussion de groupe bourdonnait comme une ruche de frelons. Tu es puéril, de papa. Rends les clés de la maison maintenant, de Léo. Et mon préféré, ce n'est pas juste. J'ai failli rire. Juste? Était-ce juste quand ils ont emprunté mon camion pour le week-end et l'ont rendu 6 mois plus tard avec un pare-brise fissuré? Était-ce juste quand ils ont utilisé ma carte de crédit pour une « urgence » et ont curieusement oublié de la rembourser? Ils ne se souciaient pas de la justice, seulement de perdre le contrôle. À midi, il me restait une dernière pièce à mettre en place. J'ai appelé le garde-meuble familial, garde tout. Oui, ai-je dit. Vider l'unité 24 dans mon unité. Non, pas besoin de les avertir. Je suis la titulaire principale du compte. Parce que la vérité, c'est que ce n'était pas à propos de la voiture, ni même de la maison. Il s'agissait de leur apprendre enfin ce que signifie vraiment la propriété. Et au coucher du soleil, ils le sauraient. À 16h32, la tempête a éclaté. Je l'ai entendue avant de la voir. Le crissement des pneus sur l'allée de gravier, le claquement de 2 portières de voiture, le son étouffé des bottes de mon père sur le porche. Puis les coups ont retenti. 3 coups secs. Pause. 3 de plus. Je n'ai pas ouvert la porte tout de suite.
Je les ai laissés là, à se balancer d'un pied sur l'autre, imaginant la conversation qui se déroulait de l'autre côté. Finalement, je l'ai entr'ouverte. Léo se tenait devant, le visage rouge, la voix déjà montante. « Où est la voiture? Où sont mes affaires ?» J'ai pris une longue gorgée de mon café, la même tasse que je tenais toute la journée. « Tes affaires ?» J'ai penché la tête. Drôle. Je croyais que tu avais dit que ce n'était qu'une voiture. Papa s'est avancé, la voix tranchante. C'est mesquin. Tu punis ta famille pour une tasse de café. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Non, ai-je dit, en me plaçant complètement dans l'embrasure de la porte. C'est exactement comme ça que vous faites les choses. Je ne fais que jouer selon vos règles. Leurs regards ont vacillé. Un bref moment d'incertitude. C'était la première fois que je voyais l'un ou l'autre réaliser qu'ils pourraient ne plus être en contrôle. Derrière eux, un camion de livraison s'est garé dans l'allée. Le chauffeur a sauté à bas, un presse-papier à la main. Livraison pour, il a baissé les yeux. 2 caisses massives ont été roulées sur le porche. J'ai signé sans regarder mon père ni Léo. Profitez bien de votre week-end, ai-je dit en fermant la porte. Et ne vous embêtez pas avec le code du garage. Je l'ai déjà changé. Le verrou a cliqué. Silence de l'autre côté. À travers les stores, je les ai regardés retourner à la voiture. Les épaules de Léo étaient tendues, ses mains agrippant le volant avant même que le moteur ne démarre. Papa a marmonné quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Je n'en avais pas besoin, car ce soir, il découvrirait le reste. Et demain matin, il réaliserait que la voiture, la maison et le garde-meuble n'étaient que le début. Ce n'était pas de la vengeance. C'était la fin de leur privilège. Au lever du soleil, le téléphone bourdonnait déjà. D'abord Léo, puis papa, puis maman, sa voix un étrange mélange de reproches et de supplications sur la messagerie vocale. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, je me suis assise sur le porche arrière, un café à la main, regardant le brouillard s'étendre sur la cour. C'était calme, le genre de calme que l'on ne remarque qu'après des années de chaos. À 7h14, un texto de Léo est arrivé. Un seul mot, pourquoi? J'ai failli rire. Il avait saccagé ma propriété, m'avait humilié devant la famille, et pensait qu'un seul mot pouvait tout effacer. À 8h03, l'alarme du garage s'est déclenchée. J'attendais cela. Les détecteurs de mouvement que j'avais installés envoyaient un flux vidéo en direct directement sur mon téléphone. À l'écran, Léo se tenait devant la porte verrouillée du garage, tapant le code sur le clavier encore et encore, comme si le code allait magiquement céder à sa rage. Papa était là aussi, faisant les 100 pas, vérifiant sa montre, lui marmonnant de simplement la forcer. Ce qu'il ne savait pas? Le garage était vide. Tout, chaque outil, chaque objet de collection, chaque meuble qu'ils y avaient entreposé au fil des ans, était déjà parti. La veille au soir, j'avais appelé une équipe de déménageurs de confiance. Nous avons tout emballé et envoyé dans un garde-meuble sécurisé à mon nom uniquement. Puis vint le deuxième coup. La clé de la maison de vacances ne fonctionnait plus non plus. Serrure changée, code du portail changé. Je les imaginais remonter la longue allée, essayant d'entrer, réalisant que l'endroit qu'ils traitaient comme leur terrain de jeu personnel n'était plus un lieu où ils pouvaient entrer à leur guise. Il ne s'agissait plus de la voiture. Il ne s'agissait même plus de la maison. Il s'agissait de tracer enfin une limite qu'ils ne pouvaient pas franchir. À 9h26, un autre message de Léo est arrivé. C'est la guerre. J'ai posé mon téléphone, j'ai souri et j'ai pris une autre longue gorgée de café. Non, ce n'était pas la guerre. C'était la tranquille reconquête de ma vie, et ils n'avaient même pas encore vu le vrai coup dur. Parce que cet après-midi, leur compte en banque aurait une allure très, très différente. À midi, les textos s'étaient calmés. Non pas parce qu'ils avaient abandonné, mais parce qu'ils étaient occupés à s'agiter. Je savais exactement où ils iraient en premier, le compte joint familial. Le même sur lequel ils avaient insisté pour que je cotise pour les « urgences », puis avaient commodément oublié de me dire ce qui comptait comme une urgence. Ils l'avaient vidé auparavant pour des voyages de ski, des virées shopping accidentelles et, une fois, incroyablement, pour payer le dîner de demande en mariage de Léo. Cette fois, cependant, le solde qu'ils s'apprêtaient à voir allait leur retourner l'estomac.
Le transfert avait été effectué à 8h59 précise. Chaque euro que j'y avais mis, plus un petit intérêt pour faire bonne mesure, se trouvait maintenant sur mon compte privé, bloqué sous un nom qu'il ne pouvait pas toucher. À 12h37, Léo a finalement appelé. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale, puis j'ai écouté sa tentative ratée de garder une voix stable. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Où est l'argent? Papa dit que c'est illégal. Tu ne peux pas juste, le message s'est coupé. Quelques secondes plus tard, un appel de papa. Je n'ai même pas pris la peine de l'ouvrir. J'avais autre chose à faire. Voyez-vous, la voiture qui les obsédait n'en était pas le seul jouet de la famille. Papa avait un vieux bateau de pêche qu'il n'utilisait jamais, mais dont il aimait se vanter lors des fêtes. Il était toujours enregistré à mon nom depuis l'époque où je l'avais aidé à éviter des taxes supplémentaires il y a des années. Devinez qui venait de programmer une vente au comptant? À 13h15, je leur ai envoyé à tous un court texto de groupe, vérifier l'aller et le port de Saint-Tropez. Aucune explication. 15 minutes plus tard, les appels sont arrivés comme une tempête. Des cris, des menaces, des tentatives de culpabilisation, tout arrivait en même temps. Mais le meilleur dans tout ça? Rien de tout cela n'avait plus d'importance. Ils n'étaient pas en colère parce que j'avais fait quelque chose de mal. Ils étaient en colère parce que, pour la première fois de leur vie, ils ne pouvaient pas m'utiliser. Et ce soir, ils découvriraient que je venais de retirer mon nom de l'acte de propriété de quelque chose de bien plus grand. Le ciel du soir s'assombrissait déjà lorsque je me suis assise avec une tasse de café et mon ordinateur portable. Pas par habitude, mais par anticipation. Il y avait un bien auquel ils n'auraient jamais pensé que je toucherais, la maison de vacances. Le même endroit dont Léo avait exigé les clés la semaine dernière, l'appelant « propriété familiale ». La même maison qu'ils avaient utilisée pour toutes les fêtes tout en me disant qu'il n'y avait pas de place pour que je reste dormir. Ils pensaient la posséder en esprit, mais sur le papier, elle était à moi. À 19h12, l'annonce de vente a été mise en ligne. Photo, superficie, vue sur la mer, tout était parfaitement cadré. En 20 minutes, j'avais 3 offres au comptant qui attendaient dans ma boîte de réception. Je ne me suis pas précipité pour accepter. Non, j'ai laissé l'annonce en ligne parce que je savais que dès que Léo verrait le panneau « à vendre » dans l'allée, qui avait été livré plus tôt dans l'après-midi, le téléphone exploserait à nouveau. Comme prévu, à 19h46, la demande FaceTime est arrivée. Son visage était rouge, sa voix tremblait. « Tu ne peux pas la vendre. C'est notre maison. Tu détruis cette famille. » J'ai siroté mon café. Drôle, ai-je dit. Tu ne l'as jamais appelée notre maison quand tu me mettais à la porte. En arrière-plan, j'entendais papa crier, maman marmonner à propos d'avocat, et quelqu'un, probablement sa femme Sophie, pleurer de manière théâtrale. C'était comme la retransmission en direct d'un empire en ruine. À 20h03, la discussion de groupe était un chaos d'accusations, d'insultes et d'offres désespérées pour « trouver un arrangement ». J'ai tapé 2 mots et j'ai appuyé sur envoyer, trop tard. Puis j'ai fait quelque chose qui a transformé leur panique en silence. Je leur ai transféré l'invitation de calendrier pour la date de clôture de la vente. Il n'y a plus eu de négociation après ça. Seulement la lente prise de conscience que le levier qu'ils avaient eu sur moi pendant des années avait disparu. Et demain matin, ils se réveilleraient avec une dernière surprise qu'ils n'avaient jamais vue venir. La lumière du matin s'est répandue sur le comptoir de ma cuisine pendant que je beurrais des toasts. Calme, sans hâte. Le téléphone vibrait sans arrêt, mais je n'ai pas décroché. Je voulais les laisser mariner dans le suspense. À 9h14, les déménageurs sont arrivés. Pas pour ma maison, pour le garage. Chaque outil, chaque pièce de collection de voitures, chaque héritage familial que Léo y entreposait a été chargé dans le camion. Il ne l'avait pas encore réalisé, mais le bail du garage était aussi à mon nom. À 9h42, le camion est parti, en direction d'un garde-meuble loué sur mon compte. Il n'obtiendrait même pas l'adresse avant que je ne décide que c'était le bon moment. Le premier coup à ma porte a retenti à 10h03. Fort, en colère. J'ai ouvert pour trouver Léo, les cheveux en désordre, la voix tremblante, flanqué de papa et maman. « Tu es allé trop loin », a grogné papa. « C'est une propriété familiale. » J'ai levé mon téléphone, j'ai affiché les registres officiels du département du Var et j'ai tourné l'écran vers eux.
Quel nom voyez-vous sur ce titre de propriété? Ai-je demandé, la voix stable. Silence. Seulement le bruit des mouettes au loin. Puis je me suis appuyé contre le cadre de la porte, baissant la voix juste assez pour les faire se pencher. Vous vouliez jouer à des jeux avec ce qui m'appartient. J'ai simplement mieux joué. Pour la première fois de ma vie, il n'avait pas de répartie. Pas de tentative de culpabilisation, pas de soudaine déclaration d'unité. Il se contentait de regarder fixement, comme si les fondations sur lesquelles il se tenait avaient disparu. J'ai fermé la porte doucement, sans la claquer, et je suis retourné à mon petit déjeuner. Parce que pour moi, il ne s'agissait jamais de vengeance. Il s'agissait de reprendre enfin ce qui m'appartenait et de leur montrer que mon silence avait toujours été la partie la plus dangereuse. Demain, la dernière pièce de ce puzzle se mettrait en place. Et cela ne mettrait pas seulement fin au jeu. Cela mettrait fin à leur contrôle pour de bon. La dernière pièce est arrivée à exactement 7h02. Un camion de livraison, pas accent Graveleuil, mais assez gros pour que toute la rue regarde. Léo était déjà dehors, faisant les 100 pas dans son allée, les bras étroitement croisés. Quand le chauffeur a sauté à bas avec un presse-papier, Léo s'est précipité en avant, prêt à le bloquer. « Livraison pour vous », a dit le chauffeur, en le regardant droit dans les yeux. Puis il a désigné l'énorme chargement couvert d'une bâche qui était descendu par le haillon élévateur. Un par un, les voisins sont sortis. Téléphone levé, filmant. Le chauffeur a retiré la bâche, révélant la propre voiture de sport de Léo, mais pas telle qu'il s'en souvenait. L'intérieur en cuir élégant était remplacé par des sièges en tissu déchiquetés et dépareillés. Le tableau de bord impeccable était rayé, déformé et couvert d'un résidu de café collant. Une pancarte géante plastifiée pendait au rétroviseur, certaines choses ne peuvent être réparées. D'autres n'auraient jamais dû être brisées. Des halètements ont parcouru la foule. Le visage de Léo a perdu toute couleur, sa bouche s'ouvrant puis se fermant. Papa s'est avancé en marmonnant, « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais je l'ai interrompu. C'est ce qui arrive quand on traite la vie de quelqu'un comme si elle était jetable. Considérez ça comme le miroir. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'en avais pas besoin. Le chauffeur m'a tendu les clés, non pas de la voiture, mais du garde-meuble contenant absolument tout ce sur quoi il m'avait un jour dominé. Payé pour les 12 prochains mois, à mon nom. Aucun accès pour eux. Je me suis retourné, je suis rentré à l'intérieur et j'ai fermé la porte alors que les murmures à l'extérieur s'intensifiaient. Pour la première fois, le silence sur mon téléphone n'était pas le leur, c'était moi qui les ignorais.